Bonjour Joël, Salut Nicolas, merci de me recevoir à la ferme familiale. avec plaisir. Donc du coup, nous on s'est rencontrés lors d'un stage, d'une formation obligatoire par la Chambre d'agriculture quand on veut demander des aides. Tout à C'est ce que fait. j'ai fait. Donc Mhm. moi je te connais, Mhm. mais est-ce que dans un premier temps, toi tu peux te présenter aux gens, quel âge tu as, où est-ce qu'on est ici D'accord, et qu'est-ce que tu as fait un petit peu comme parcours agricole quoi. d'accord. Alors, moi je m'appelle Joël Manot, je suis agriculteur, formateur. Voilà, donc j'ai 61 ans depuis la semaine dernière. Bon anniversaire du coup. Si je dois commencer, ben, j'ai fait un parcours scolaire au niveau agricole. Un parcours que j'ai fait, j'ai commencé au lycée agricole de Vic en Bigorre. J'ai fait un BEP. Je ne peux pas dire que j'étais attiré par les études. Si je dois t'expliquer pourquoi, je n'en sais rien. En tous les cas, j'ai arrêté. Donc j'ai fait un peu après des études par correspondance. Et après, un des tournants de ma vie, c'est que j'ai fait 10 ans après, je suis reparti à l'école. Voilà. 10 ans après, donc pendant 10 ans 10 ans après. tu n'étais pas à l'école? 10 ans, je suis resté avec mon père sur l'exploitation, je me suis installé. Et en fin de compte, comment dire, euh, ça me convenait pas trop le système dans lequel j'étais, ou l'agriculture qu'on faisait, c'était pas, je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Donc, si je dois dire pourquoi je suis reparti, je crois que je suis reparti un peu par instinct. En fin de compte, je fonctionne comme ça. Aussi pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais vivre autre chose. Donc, je suis parti 2 ans à Etchari en formation adulte pour faire un BTS AXA. Et là, je crois que j'ai commencé vraiment ma vie professionnelle là. Donc, j'ai compris pourquoi j'étais parti, ce que je suis allé chercher. Après, j'ai rencontré aussi Ghislaine, qui est devenue ma femme. Donc, avec elle, je pense qu'on a trouvé, on avait envie de faire quelque chose ensemble. Donc, on est parti sur l'agriculture biologique. C'est-à-dire que quand je suis parti faire mon BTS, je suis allé en stage pendant 2 ans chez un viticulteur au Pays Basque, enfin chez deux viticulteurs au Pays Basque avec lesquels j'ai travaillé, j'ai été formé. Et là j'ai compris presque que j'y suis pas allé par hasard. J'y suis allé par connaissance, en fin de compte, d'une collègue qui m'a dit tiens, il s'installe en viticulture bio, et ça c'était quelque chose qui m'intéressait. Et en fin de compte, j'ai fait mon rapport de stage là-dessus, sur la viticulture bio. Parce que Et avant, toi, ton papa, dans c'est la ferme avec. dans laquelle tu as grandi, Ouais. vous étiez en conventionnel. Tout à fait, agriculture conventionnelle. Mais quand je suis sorti en fin de compte du lycée agricole de Vic en Bigorre, je veux dire, c'était l'agriculture qu'on nous apprenait, c'était 1977, 77 à 80. En fin de compte, bah, l'enseignement, c'était l'agriculture conventionnelle, mais on ne se posait pas la question de savoir s'il y avait d'autres agricultures possibles, ni rien. Mais c'était une agriculture qui me convenait, qui était relativement technique. Moi, j'ai toujours été un passionné d'élevage, donc j'étais bien dans ce que je faisais, hein, voilà. Tes parents, ils ont toujours été dans l'élevage. Toujours. Ah bah ouais, depuis que je suis né, enfin moi je suis né sur l'exploitation en 1962. Donc en fin de compte, je suis né, je dirais, à 10 mètres de l'étable, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'évolution que j'ai pu voir sur l'exploitation agricole, qui était plutôt une exploitation familiale, plutôt autarcique, hein, parce que si on reprend de 62 à 68, 70, en fin de compte, c'était une agriculture qui était autarcique, hein, ça subvenait à ses besoins, hein. En fin de compte, j'ai vécu cette agriculture-là qui était finie. Et si Quelle on, agriculture que tu dis qui était bah, cette finie? agriculture un peu d'autarcie, quoi, hein. Enfin, voilà, où ils L'agriculture subvenaient, de subsistance voilà, de quasiment. subsistance, et tout simplement, ils subvenaient à leurs besoins, ils vendaient un peu en fonction. En fin de compte, c'était ça. Mais même si on était petit avec ma soeur, on a quand même vécu, parce que jusqu'à l'âge de 9 10 ans, on gardait les vaches, on trayait les vaches à la main. Donc, en fin de compte, on a vu cette fin d'agriculture. Et en fin de compte, cette évolution, au début, on la vit parce qu'on est petit. Et en fin de compte, on voit nos parents changer leur façon de travailler, voir aussi les choses différentes. Je vois mes parents qui voyaient l'agriculture différente de leurs parents parce qu'on a vécu avec 3 générations, quoi. Donc, 3 générations sur trois la ferme. générations sur la ferme. Et on voyait qu'il y avait des grosses tensions, quoi, des tensions avec. Ben, après, est-ce que c'est normal ou pas normal? En tous les cas, c'était un fait. Voilà, donc avec des grands-parents ou des parents de mon père qui n'acceptaient pas un peu ce qu'ils appelaient le progrès, on change tout, moi j'ai vu l'électricité arriver, l'eau y était déjà, on avait un robinet, mais en dehors de la maison, quoi. Donc voilà, nous on allait chercher encore l'eau du puits jusqu'à 13 14 ans, on allait chercher l'eau au puits, hein. Mon grand-père, lui, ben, ça se comprenait, il voulait pas payer, il comprenait pas comment on pouvait payer de l'eau alors qu'il avait gratuite au puits. Bon an, mal an, c'est tout ça. En fin de compte, on a vu cette modernisation, mais ce qui était intéressant, c'est on l'a vu d'un point de vue agricole, mais on l'a vu aussi d'un point de vue familial.
où, ça c'était ma mère qui me le racontait. On était petits, bon, nous on a vu, comme je te disais, on voyait les choses bouger. Notamment, ça peut paraître tout bizarre, mais ma mère, la première fois, c'était l'assistante sociale qui lui a amené une machine à laver. Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Alors, grosse tension avec sa belle-mère, parce qu'il fallait utiliser de l'électricité, de l'eau, amener l'eau dans la maison et tout. Mais ma mère, moi je me rappelle, avec ma mère, on suivait avec ma soeur, elle allait au lavoir au village, quoi, jusqu'en 68, quoi. Enfin, on se rend pas compte. En fin de compte, c'était un changement énorme, quoi, par rapport à. Et c'est après, quand on refait l'histoire, je me dis, putain, c'était quand même sacrément fantastique, quoi. Voilà, ce qu'on a vécu, parce qu'on a vu, c'était un chamboulement des mentalités, de la façon de voir les choses, des tensions entre les générations. Bon, après, je suppose que ça a toujours plus ou moins existé, hein. Quand tu parles du bousculement des mentalités, toi, tu t'es installé en bio il y a 35 ans. Non, Ah, j'avais noté ça. non, on s'est mis en bio, nous, on a avec ça, c'est après quand on est revenu d'Etchari avec Gis, en fin de compte, on a complètement changé notre façon de voir l'agriculture. C'est des évolutions, en fin de compte, qui se sont faites plus par envie qu'économie. Si je dois te faire simple, quand on est passé en agriculture biologique, en fin de compte, on a eu une baisse de revenus. Ça, c'est la réalité économique. Je me disais, alors moi qui suis assez économe dans le sens gestionnaire, je me disais, tiens, ça c'est bien, le bio c'est une bonne chose, mais il n'empêche que globalement, le revenu était en baisse. Et on gagnait assez d'argent, mais voilà, on avait plutôt une baisse de revenus. Donc l'objectif, c'était que chacun ait son salaire. Elle avait fait avec son père une dizaine d'années des fromages de chèvre, et moi je suis parti travailler à l'extérieur dans les travaux publics, quoi. Voilà. Mais on avait un objectif de s'installer ensemble. On avait un projet, en fin de compte, qui était commun. C'était qu'on voulait, pour s'installer ensemble, on voulait faire de la viticulture bio en attendant que mon père soit à la retraite pour reprendre ses vignes. Et on a commencé comme ça avec la cave de Crouseille. Donc, tu as grandi avec ton père et vous avez grandi à 3 générations ici sur la ferme Tout familiale. à fait. Vous aviez donc 30 hectares que vous avez tout le temps cultivés. Tu continues De cultiver. de cultiver Ouais. les mêmes hectares. Ton père était en laitière Mmh. conventionnelle. Toi, tu te mets à faire du bio en viticulture il y a combien d'années à peu près? Ah ben, on a fait en 2006, on a démarré. Ah, en 2006, donc c'est 2000. très récent. C'est récent, hein? Oui, 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 tout à C'est fait. très récent. Très récent. En fin de compte, nous, on a enfin, sans être administratif, on a arrêté de travailler les sols, justement pour les mettre en prairie. En fin de compte, ce qu'on voulait, mon idée, en fin de compte, pour te parler simplement, c'était de dépolluer les sols. Voilà, ce que je voulais, c'est remettre. J'avais commencé à travailler sur l'agrobiologie et tout ça. J'avais commencé à lire des livres, si tu veux, notamment, je ne me rappelle pas le livre, c'était La dynamique des pâturages, c'était des ingénieurs tchèques. J'avais lu ça à Etchari. Et en lisant, si tu veux, notamment ces livres, si tu veux, je me suis dit, tiens, là, on parle de sol. Donc moi, je connaissais, si tu veux, la théorie du complexe argilo-humique, avec des trucs très faciles, physique, chimie, avec l'apport d'engrais et tout ça. Et eux, si tu veux, ils ont travaillé sur la dynamique des pâturages. Et en fin de compte, c'est là où je me suis dit, mais ça, ces notions d'agrobiologie, en fait, non, mais c'était 90, quoi. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'agrobiologie ou d'agroécologie, en fin de compte, c'est ça. Mais en fin de compte, mais ça s'est étudié depuis très, très longtemps, quoi. Parce que quand tu étais jeune, tu te posais déjà ces questions, tu te disais qu'il y avait un truc qui clochait. Je cherchais pourquoi j'étais pas bien. En fin de D'accord. compte. Voilà, c'est ça. Mais ça, je peux te le dire maintenant parce que j'ai du recul. Mais au début, si tu veux, j'étais pas bien. J'étais pas bien et je me disais, mais tiens, alors pas bien. J'étais pas non plus dépressif, il faut pas exagérer. Mais je me disais, mais merde, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas comme ça que je vois les choses. Mais si tu veux, quand tu as étudié, si tu veux, moi j'ai fait mes années d'études au lycée agricole. Quand on t'apprend que ça, c'est un peu comme une Bible, quoi, hein. Alors, sans dénigrer les Bibles ou les livres évangéliques ou tout ce qu'on veut. En fin de compte, c'est ça. On t'apprend, il y a un modèle, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Bon, tu fais. Et en plus, comme ça fonctionnait, voilà. Après, tu vois que quand tu reprends du recul, économiquement, ça ne fonctionnait pas tant que ça. Alors, économiquement, pour l'agriculteur. C'est là où on peut faire le lien avec toutes les difficultés et tout ça, quoi. Après Tchari, tu pars en viticulture bio. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Parce que ensuite, il me semble que tu as fait de l'huile, de la farine. Oui, alors c'est ce qu'on a fait là plus récemment. Le souci, c'est que Gilles est tombé malade, donc problème de santé. Donc là, on a remis en cause le système, c'est-à-dire à un moment donné, on ne pouvait pas faire. Voilà, donc il a fallu faire des choix. C'était à contre-cœur. Sincèrement, si je pense que ça n'était pas tombé malade, on serait encore viticulture. Voilà. Et ça, c'est après par opportunité et par marché aussi. On sentait qu'il y avait une demande aussi du marché. Il faut être réaliste. À un moment donné, on s'est dit, tiens, les gens, à faire des produits bio, c'est quelque chose qui fonctionnait. Dans les années 2000, franchement, on voyait qu'il y avait le marché, quoi. Donc ça c'est intéressant. Donc on a commencé en 2003 à refaire des céréales. Au début, on ne transformait pas, il fallait maîtriser aussi la technique et tout ça. Donc tu te mets à faire des céréales, à refaire des céréales, parce que ton père en faisait aussi, Tout à fait. parce que ta femme était malade.
Et oui, parce qu'on pouvait pas, tout seul, je ne pouvais pas faire les 12 hectares de vignes, quoi, hein, voilà. Et D'accord. avoir un salarié, si je mettais un salarié sur l'exploitation, économiquement, c'était opération zéro dans le meilleur des cas, c'était plutôt opération négative. Donc, économiquement, on ne pouvait pas faire. Voilà. Mais D'accord. l'objectif, si comme on était déjà lancé dans le bio, on avait déjà le projet, il est venu, le céréal, il a pris le pas, puisque là, techniquement, on le maîtrisait, et en plus, économiquement, c'était intéressant. Et tout seul, je pouvais travailler. Voilà. Donc là, tu t'es lancé dans la céréale bio. Céréales, voilà. Et quel type de céréales tu faisais un Eh peu bien, de tout? on a commencé par de l'huile colza, tournesol, avec une cumin qui s'était montée à Oléande, à Mugron, et eux, ils cherchaient aussi des producteurs. Je lui ai dit, écoute, nous, bingo, on fait ça depuis 3 ans, on fait du tournesol, voilà, mais on ne le transformait pas. Donc là, c'est pareil, plutôt que de faire à la ferme, je trouvais intéressant, moi j'aime bien le mutualiser, travailler en coopérative et tout ça, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Ben déjà, on n'est pas tout seul. On échange énormément. Alors ça peut paraître idéal, mais n'empêche que ça, c'est la réalité, parce que tout seul, maîtriser aussi la technique, il faut maîtriser la technique. Et après, la réalité, c'est qu'il faut maîtriser le marché aussi. Voilà. Et faire de la vente directe ici, quand on est au fin fond de Montpezat, on peut faire Oui, parce que là, les gens ne se rendent pas compte, ils mais viennent pas, voilà, voilà. on vient pas par hasard. Non, non, mais et ça compte. Comprendre, je le dis souvent aux élèves, c'est de comprendre l'environnement aussi socio-économique, hein. Alors, quand on est à côté des grandes villes, oui, faire la vente directe, à mon avis, ça pose pas de problème. Nous, on est à 40 km d'un centre de vie. Il n'y a pas le potentiel, je veux dire, de clientèle qu'on peut avoir à côté d'une grande ville, quoi. Voilà. Hmm. Donc du coup, tu pars d'abord sur de l'huile, Oui, huile colza et tournesol. et après tu te mets à faire de la farine Et aussi. là, le projet le plus récent, là, ça fait déjà 3 ans, sur lequel on travaille, pareil, avec un peu les mêmes adhérents d'Oléande. En fin de compte, tout est lié. La nouvelle PAC oblige à faire des cultures différentes. Donc, ils étaient sur la monoculture maïs, mais là, il a fallu qu'ils intègrent d'autres cultures, notamment des céréales. Et donc, ils se disaient, bon, vendre des céréales au prix du marché sur des petites surfaces comme nous, quand on produit 5 ou 6 tonnes, franchement, économiquement, ça, on sort pas de revenus, ou très peu, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller se chercher un peu la plus-value. Et là, voilà, en discutant justement dans le groupe, il y en a un qui dit ce qui serait intéressant, c'est peut-être de fabriquer la farine. Donc, avant de se lancer, il y a un groupe qui s'est formé et ils sont allés voir un peu des marchés auprès de la collectivité locale, voir un peu les départements, la région. Eux, ils suivaient, et après les boulangers, et ainsi de suite. Et en fin de compte, une fois qu'on a le marché, on peut se lancer plus sereinement, je veux dire. Voilà, quand on connaît les difficultés aujourd'hui du marché bio, ça nous donne plutôt raison. Voilà, Du coup, notamment aujourd'hui, de pour faire travailler ta ensemble. plus-value, c'est ça que vous avez réussi à faire, c'est de faire de la production à la Voilà, transformation, à la vente. voilà, et local, Et tout et tout local. local. Donc tu Ça, vends toutes tes farines et toutes tes huiles localement. tout est vendu localement, hein. Voilà, ça c'est intéressant. Et en fin de compte, la force du groupe, c'est ça, c'est qu'on a quand même des volumes qui sont stabilisés, parce que ça aussi, je veux dire, il faut que quand on appréhende un marché ou qu'on va sur un marché, si on s'engage auprès de gens, notamment des boulangers ou d'autres personnes, on ne peut pas dire, tiens, cette année j'en fais, tu reviendras d'ici 2 ou 3 ans. Ça, à un moment donné, l'économie aujourd'hui, elle ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, on s'engage, parce que ça peut mettre en péril aussi la filière qu'on a créée, hein. Voilà. Parce que du coup, vous êtes combien dans votre Là, groupe? on est une vingtaine, hein. Ah oui, quand Une même. vingtaine, voilà, on est autour de 220 tonnes de céréales, quoi, hein, produites. Et tu fais toutes tes propres semences? Quels sont les avantages et les inconvénients à faire ces semences? D'avoir des céréales certifiées bio, c'était pas simple au départ. C'est pas évident parce que c'est relativement technique. C'est faire des semences aussi de qualité. C'est pas simplement je reprends le blé cette année. Et là aussi, on s'est appris, hein. En 3 4 ans, en fin de compte, maintenant, aujourd'hui, on peut dire qu'on maîtrise à peu près les semences qu'on fabrique, qu'on produit sur l'exploitation, quoi. Voilà, donc ça demande du triage, de bien les conserver, de les retravailler, ainsi de suite. Tu vois, je t'ai montré tout à l'heure un peu comment on faisait. Ça demande du travail, voilà, il faut que ce soit dans des conditions, je dirais presque d'hygiène, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de moisissure, voilà, ni de problèmes de souris, des choses comme ça, ni de contamination. Et on s'aperçoit que finalement, non seulement ça nous a permis je veux dire, d'avoir toutes les semences certifiées bio, ce qui ne nous empêche pas de temps en temps d'acheter des semences à l'extérieur, hein, voilà. Quand on a la possibilité cette année, je vois, on a acheté un peu de semences de tournesol, parce que justement, on a les 5 hectares de colza qu'on n'a pas pu garder. Et en fin de compte, je n'avais pas assez trié de semences, notamment celle que je voulais garder. Donc, bon, on a racheté 2 ou 3 doses de semences, mais certifiées bio. Voilà. Mais l'objectif, c'est de produire sa semence. C'est sûr que nous, aujourd'hui, les semences qu'on a, en termes de production, on ne voit pas de différence avec la semence achetée. Ça, c'est une réalité. Économiquement, ça reste intéressant. Voilà, ça, c'est les deux critères pour moi, les plus importants, quoi. Et quels sont les inconvénients de faire ça? Ah, du travail.
il faut du travail. Mais c'est intéressant, enfin, franchement, c'est quelque chose qui est intéressant. Hein. Comme on l'a dit, tu n'es pas seulement agriculteur, tu es aussi formateur. Ouais. Est-ce que tu as vu un changement dans le profil des étudiants dans le monde agricole? Ça, c'est sûr. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'on a vraiment des jeunes, on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par le milieu agricole. Aujourd'hui, toutes les classes, je veux dire, notamment à maison familiale, sont, en termes d'effectifs, je veux dire, on a presque doublé les effectifs. Je suis sûr que tu n'as même pas 10% de fils d'agriculteurs, quoi. Ah ouais. Voilà. Ah oui, oui, la réalité, elle est là. Hein. Moi, quand j'étais au lycée agricole, en BEP, on était 100% fils d'agriculteurs. Aujourd'hui, si on prend les classes, je prends les classes de bac pro à maison familiale, si tu as 7, 8 sur pratiquement 30 ou 25, il y a 7, 8 enfants de fils d'agriculteurs, quoi. Ça, c'est la réalité. Contrairement à ce qu'on croit, je pense qu'on est un milieu relativement ouvert. Ça veut dire que les anciens accueillent facilement les jeunes. Donc, mettre un jeune qui est intéressé pour conduire un tracteur, on le met à côté et puis ça marche comme ça, quoi. Ah oui. Voilà. Et ces jeunes sont très passionnés. Ils ont envie de réussir, en tous les cas, et ils ont envie de travailler en agricole, quoi. Ça c'est une réalité. Voilà. Donc, mais ça, c'est une super bonne nouvelle. Moi, je Ouais. trouve que le monde agricole s'ouvre aux gens qui ne sont pas issus forcément du milieu agricole. Il y a une nécessité, il faut Et voilà. faut être réaliste. Hein. C'est ça. Mais le renouvellement, il se fera comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Ben, si tu prends le stage 21 heures où tu étais toi, fils d'agriculteur, tu prends un 2, Ouais. c'est tout. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, même si tu l'as brièvement abordé tout à l'heure, pourquoi tu as fait du bio? Alors, je dirais que parce que j'ai été convaincu, quand j'ai fait mon stage à HRI, quand j'ai fait mon BTS, j'ai été convaincu que techniquement ça pouvait marcher. Et en fin de compte, eux, ils vont loin dans la démarche. Ils sont allés, déjà, ils parlaient de produire localement, de faire vivre le pays, de produire. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais ça, 90, on remonte 30 ans en arrière, quoi. Et donc, déjà, ça a été, pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, tiens, finalement, c'est ça que je suis. Voilà. Et tu vois, c'est marrant parce que je te parle du bio. Et en fait, à la question du bio, ce qui est drôle, c'est que tu me parles plutôt de tes valeurs qui sont le local, nourrir le pays. Ouais. Et alors, tu assimiles pour toi Oui. le bio à du local et à nourrir le pays. Ah ben, des années 90, c'était ça. Tout était lié. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, celui qui faisait du bio, obligatoirement, c'était local. C'était produit localement pour nourrir localement. Tu nous as dit en classe que c'était super important de comprendre l'histoire de l'agriculture. Oui, ça, Pourquoi? c'est ce qui manque. Bah, aujourd'hui, ça n'a jamais été expliqué. Si on prend votre génération et les jeunes, quand je leur dis, est-ce que tu connais l'histoire de l'agriculture? Bah, non. Et souvent, ce qui est dit, c'est déformé. C'est ce qui me gêne. On le voit par rapport notamment aux médias qui idéalisent un peu l'agriculture d'autrefois, notamment l'agriculture de grand-mère. Ça me fait bondir. Alors là, si tu veux me mettre de mauvaise humeur, ça me met, parce que je dis, mais c'est du fantasme. En fin de compte, c'est un conte. Hein, c'est le conte des mille et une nuits, quoi. Voilà, parce que la cuisine de ma grand-mère, c'était pas compliqué. C'était la cheminée avec le chaudron qui chauffait du matin au soir. On mettait la soupe. Hein. Ma mère, elle n'a pas passé des heures à faire des petits plats avec 4 décorations. Hein. C'était l'assiette remplie parce qu'il fallait remplir les estomacs, notamment de ceux qui travaillaient, parce que la main-d'œuvre, tout le travail était manuel. Donc, les papis, ils s'en foutaient du basilic et des 4 feuilles que tu mettais. Ce qu'ils voulaient, c'est la soupe pleine avec la goudale et ainsi de suite. Et le cochon. En fin de compte, l'alimentation était simple, relativement simple. Hein. C'était les légumes du jardin. Si on doit simplifier, c'était les légumes du jardin, le cochon. Ça, c'était le pilier, quoi. Après, tu rajoutais, nous, on produisait du lait, donc on avait du lait. Voilà. Mais après, ma mère, jusqu'aux années 70, 75, c'était l'épicier qui passait. Et elle donnait 3-4 douzaines d'œufs pour récupérer du sel, du sucre et du café, le chicorée. C'est tout. Hein. Voilà. Et le boucher, quand il passait, on n'achetait pas de steak. Moi, j'ai mangé la première viande rouge que j'ai mangée, c'était début des années 70. Hein. Voilà. Comme la viande rouge, on ne peut pas se conserver sur l'exploitation, tu ne mangeais pas de steak. Hein. Ah mais c'est fou, c'est-à-dire que vous produisiez de la viande rouge, Ah oui. mais vous n'en mangiez pas. Et non, parce que là, si tu veux, ça permettait, si tu veux, de payer. En fin de compte, on vendait les veaux ou les vaches de réforme qui partaient. En fin de compte, les bouchers vendaient. Alors, ils passaient, après, ils faisaient des tournées. La seule chose qu'achetaient mes grands-mères, même ma mère, c'était du bœuf bourguignon, c'était tous les bas quartiers. Voilà, parce que, après tout ce qui est steak et tout ça, moi, je n'ai pas souvenir que jusqu'aux années 80, on mangeait du steak. 80, j'exagère, mais les années 70, 75, ça, c'est sûr. Hein. Ouais, la réalité, elle est là. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on arrivait à conserver sur l'exploitation? Ben, le cochon, avec la graisse ou le salé. Aujourd'hui, c'est pour ça, si je te fais manger du salé de cochon, tu vas vomir. Hein, c'est ce que je te disais. Il faut avoir un sacré estomac. Plus de vin. Les gens ils disaient, autrefois, le vin était bon. Ouais, mais moi, j'en boirais pas, hein, personnellement. Hein, parce que j'ai des souvenirs avec les copains quand on faisait le tour pour la fête du village. Quand on s'arrêtait chez certains voisins, là, quand il fallait boire un verre de vin
dans la cave, c'était quand même assez pénible, quoi. Voilà. Donc ça aussi, il y a des idées reçues. On disait autrefois le vin était naturel. Ah merde, c'est faux. Mon grand-père utilisait des produits phyto et puis des costauds, hein. Nous, en fait de compte, on est ma génération, c'est l'agriculture d'après-guerre. Voilà. C'est celle Et des départ. justement, l'agriculture d'après-guerre, c'est le plan Marshall. Tout à fait. Est-ce que tu peux en parler un petit peu du plan Alors, Marshall? le plan Marshall, Expliquer aux gens. le plan Marshall n'a pas eu, on ne peut pas dire que ça a eu un gros impact ici sur l'agriculture. Ça, d'un point de vue mécanisation, oui, c'est là où ça a amené les premiers tracteurs. Il faut savoir que les premiers tracteurs, c'était surtout dans le nord de la France, hein. Béarn, le sud de l'Aquitaine, Béarn, tout le Piémont pyrénéen, les premiers tracteurs, c'est plutôt les années 60, quoi, hein. Donc, il faut savoir que c'est arrivé presque 20 ans après. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas quelques tracteurs en cumin. Ça, j'ai pas trop de grands souvenirs. J'ai pas de souvenirs de ces premiers tracteurs. Moi, j'ai souvenir du premier tracteur de mon père, quand il a acheté, c'était la loi de modernisation de 1962, quand ils ont eu accès, en fin de compte, à un emprunt pour acheter un premier tracteur. Donc, c'était dans les années, ouais, des années 60. Moi, j'étais né, je pense que le premier tracteur, c'était 65 ou un truc comme ça, quoi. Après, ça dépendait des exploitations, hein. Certainement, c'était un peu plus tôt, d'autres plus tard, hein. Moi, j'ai souvenir quand j'allais au collège, début des années 70 à Limbeil, on passait dans un village, il y avait encore une exploitation, il y avait encore l'attelage de bœufs, quoi, hein, avec la charrette, quoi. Donc, c'est pas si vieux que ça, quoi, hein. Et justement, cette modernisation, elle est dépendante de l'évolution du prix du pétrole. Oui. Et aujourd'hui, le prix du pétrole, il est en constante évolution. Est-ce que tu peux nous parler des répercussions de ça? L'énergie fossile, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture, quelle qu'elle soit, de la plus industrielle à la plus vertueuse, c'est 100% d'énergie fossile. Même l'agriculture bio. L'agriculture bio, si tu n'as pas d'énergie fossile, je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs qui ne vont pas travailler avec le tracteur. Alors moi, on entend parler du cheval, le truc, traction animale. Oui, mais est-ce que ça peut nourrir les gens? Franchement, là, attention, là, il ne faut pas tomber. Faut être... Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'on est capable de faire une transition, d'avoir d'autres énergies? Je crois qu'on ne va pas avoir trop le choix. Ça viendra, je ne sais pas. Mais pour l'instant, la réalité, c'est énergie fossile, même à un prix élevé. Moi, je pense qu'on est parti pour quelques décennies où ce sera encore l'énergie fossile qui permettra à cette agriculture de faire et de produire, hein. Ça, c'est une réalité. Pour Donc, moi, si on continue avec l'énergie fossile, qu'est-ce que tu as comme vision à court, moyen terme? moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet agricole. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à, je veux dire, à avoir une solidarité, de se dire, c'est quoi la priorité des priorités de l'agriculture aujourd'hui? Produire, ça, on sait faire. Voilà, le système, on sait le faire. On a amélioré des systèmes techniques, de la technique et tout ça. Aujourd'hui, on utilise beaucoup moins de produits phyto, beaucoup mieux. Ça, c'est acquis. Tout ça, c'est acquis. Mais si je voulais poser l'autre jour, au stage 21h, dites-moi individuellement, c'est quoi le projet d'agricole que l'on peut faire? Ben, ça va être compliqué. Elle va te dire, ah non, l'agriculture, c'est plutôt l'agriculture de précision, on continuera l'agriculture intensive. D'autres, ah non, non, il faut carrément changer de vision, faire que l'agriculture biologique. Et en fin de compte, ce qui va nous manquer, c'est de fédérer tout ça, toutes ces agricultures. Parce qu'aujourd'hui, il y aura plusieurs agricultures, elles se font déjà. Donc ça, c'est acquis. Si moi, si j'avais à gérer ou dire c'est quoi l'agriculture aujourd'hui, c'est obligatoirement conservation des sols qui va nous amener justement à mieux gérer, notamment l'accès à l'eau, avoir des sols qui sont de meilleure santé. Parce que là, c'est pareil, on demande énormément à l'agriculture beaucoup de rôles. On demande de produire, hein, oui, de qualité, pas cher, bon, pourquoi pas, de l'énergie, oui, de respecter l'environnement, enfin, de travailler pour améliorer les conditions. Alors, on parle de biodiversité et tout ça. En fin de compte, on parle de beaucoup de choses. On demande tout à l'agriculture. Mais je me dis, mais ça, en fin de compte, l'agriculture ne pourra pas régler tous les problèmes. Ça, on a un rôle à jouer qui est certainement important. De dire, tiens, c'est l'agriculture qui doit s'occuper de ça. Je dirais, messieurs les citadins ou mesdames les citadines, réveillez-vous parce que j'habite en ville. Voilà, j'ai une ville aujourd'hui qui fait 7, 8, 10 km carrés. Là-dedans, il va falloir produire quelque chose. On ne pourra pas, avec les contraintes climatiques et tout ça qu'on a, on ne pourra pas compenser ce problème-là et nourrir les gens en ville. Voilà. Donc, à mon avis, je pense que c'est eux. S'il y en a qui doivent se réveiller, je pense que c'est eux. Je pense que c'est les citadins. Tu nous as dit en cours que tu as l'impression qu'on avait perdu la notion d'approvisionnement. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont chez Carrefour et ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est une réalité. Mais ça, le plan de modernisation de 1962, c'était ça, hein. C'est que les gens aient accès à de la nourriture. Première grande surface à Pau, c'était le Carrefour à bas de l'Escar. Je crois que c'est les années 70, 76 ou 60, peut-être avant 73. Mais c'est début des années 70.
Ouais. Mais si tu veux, c'était là, c'est pareil. Sur l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose, 50 ans. Ah non, non, c'est que dalle. Hein. Non, non, c'est que dalle. Hein. Mais ce qui est intéressant, en fin de compte, moi, je crois que c'est venu, ce plan-là, il est venu, c'était l'angoisse de batailler pour avoir l'approvisionnement. Hein, ce qu'on parlait de se dire, enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais vous ne l'avez pas vécu, mais moi j'ai vu chez nous, des fois, les mamies et tout ça, être assez anxieuses parce que le cochon, là, quand on le tue, il ne fallait pas le rater, quoi. Enfin, le rater en termes de conservation, quoi. Moi, je me suis retrouvé, je me rappelle, j'ai souvenir, ici, mamie, quand tu as perdu 10 ou 12 toupignes, ce qu'on appelle des grands pots de là où tu conservais, la graisse, si tu n'es pas conservé, tout pourri, quoi. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais manger demain, quoi. Hein. Voilà, alors aujourd'hui, ça fait presque rigoler parce que tu te dis, ben, tu n'as qu'à aller au magasin. Ah ben, tu n'as pas au magasin chercher les trucs. Hein. En fait, le compte, c'est ça. La difficulté, c'était ça. C'est comment je conserve tout le long de l'année, quoi. Hein. Voilà, alors quand on parle du vin, c'était pareil. Les vins, à partir du mois d'avril, aujourd'hui, tu ne pourrais pas le boire, quoi. Voilà. Mais c'est tout ça, quoi. Hein. Tu penses que le monde agricole, il est mal représenté dans les médias? On en parle très mal. Monde agricole, les gens. Enfin, quand je vois ceux qui parlent d'agriculture, je me dis, mais de quoi ils parlent, lui, gars. Ça, non, non, mais je blague pas, là, encore, je te dis pas, je te dis pas ce que je pense réellement, parce que, franchement, là, je suis très en colère. Bah, quand tu suis le peu de débat qu'il y a au niveau agricole, c'est très, très décevant, quoi, hein, parce que, si tu veux, c'est des stéréotypes, quoi. Hein. Enfin, quand je vois la seule émission à venir au niveau agricole, c'est l'amour est dans le pré. Il me dit, mais ils nous prennent pour des chèvres, quoi. Enfin, sans critiquer les chèvres, quoi. Je veux dire, c'est pas ça l'agriculture, franchement. C'est un peu ça. Je pense que les médias, je ne sais pas de quoi ça vient, hein, mais c'est toujours un peu bon, le pauvre, c'est toujours l'agriculteur qui gagne pas d'argent. Enfin, moi, je vais t'amener dans les exploitations. On en a parlé, stage 21h, tu as vu un peu certains projets là, sur quoi ils s'installent. Donc, en agriculture, tu gagnes de l'argent. Il y a des difficultés. Ça, tu ne peux pas le nier. Mais pour te donner une image, en fin de compte, c'est-à-dire que les paysans, c'est comme les rats, quoi. Hein. Tu en as beaucoup plus en ville qu'en campagne, quoi. Toi, tu es un enfant des quotas laitiers, Oui, mais tu as une vision, c'est que nous, on va être des enfants des quotas d'eau. oui, ça c'est plus grave. Et je pense que cet été, comme je disais souvent à mes élèves, je prie, alors je n'aime pas prier, mais je me dis, il faut qu'il pleuve cette année-là pour qu'on ait le temps de... Voilà, s'il y a un peu d'eau toute l'année là, où il n'y a pas trop de pression en irrigation et tout ça, mise en place des cultures, ça peut permettre aussi de garder un peu de temps, mais il va falloir se pencher dessus. C'est pas parce que cette année, si jamais... Alors ça peut être la crainte aussi de dire, bah tu vois, il pleut quand il faut aussi, bon, il y a une année de temps en temps de sécheresse, on va la passer. Non. Globalement, aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes d'accès à l'eau, quoi. Potable. Parce que ça aussi, la qualité de l'eau, c'est comme la qualité des sols. Comme les sols ne sont pas de qualité, l'eau, elle ne peut pas être de qualité. Vous pouvez la traiter autant que vous voulez. Là, les gens, je leur dis, d'un point de vue technique, c'est bien joli de souiller de l'eau, mais c'est un peu stupide, quoi. Hein. Voilà. Donc, notamment dans les utilisations. Hein. Aujourd'hui, tu prends les toilettes, quand tu sais qu'on met de l'eau potable dans les toilettes, alors tu vas me dire, ah oui, c'est pas évident, les toilettes sèches. Oui, j'en sais rien. Et donc, du coup, pour toi, là, pour revenir à l'eau, Oui, une des solutions, en tout cas, un des problèmes qu'on va avoir à faire face, c'est d'irriguer de moins en moins. oui. Ça, on Mieux. va être obligé. Oui. Utiliser moins d'eau, ça c'est sûr. Globalement, il faut utiliser moins d'eau. S'il y en a moins, à un moment donné. Mais en fin de compte, c'est là où le levier est intéressant. C'est pas que l'agriculture, parce que l'agriculture, à un moment donné, c'est comment on est aussi performant pour pas avoir de problématiques sur l'approvisionnement, sur la nourriture. Ça, c'est du concret. Donc, à un moment donné, c'est là où je t'en reviens, que je te fais le lien avec les villes, les cités. Parce que là, attention, le gaspillage, là. Là, il faut voir un peu l'eau qui se consomme. C'est là où là, on devrait mettre les écoles d'ingénieurs et tout ça à travailler. Je vous en parlais sur l'autonomie des villes. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce qui tombe de la ville, il y a de l'énergie. Quand tu vois une ville, elle fait 3-4 degrés de plus. Donc tout ça, c'est de l'énergie. C'est comment je récupère, par exemple, cette chaleur, comment on a les eaux usées. C'est pas normal quand tu vois les bouts d'épuration repartir dans des champs agricoles. Putain, mais je leur dis, pas en 2023. 1970, pourquoi pas? Pas en 2023. On sait que c'est des matières premières. On sait très bien qu'on pourrait travailler sur des récupérations d'urine et tout ça. On a des sources de phosphore. On a un problème de sources de phosphore en agricole. Mais tu vas au Danemark, il y en a qui ont travaillé sur des concepts, aucun problème. Hein. On prend les trucs, il y a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, on ne recycle pas. À mon avis, il faudrait travailler sur Lavoisier. Il faudrait le marquer dans toutes les. Dire, hé, Lavoisier, lui, c'est pas Rien ne se lié. perd, Hein. tout se transforme. Eh oui, tout se transforme, bien sûr. C'est ce qui nous manque. Nous, on arrive, on jette, on crée des déchets qui devraient être des matières premières. C'est comment je récupère ces déchets qui sont des matières, qui devraient être des matières premières et je les remets dans le circuit. Justement, par rapport à l'eau, sur l'échelle d'une vie, toi, tu l'as bien vu, parce que quand tu étais petit, tu pêchais dans un ruisseau pas très loin d'ici. Oui, ça t'a marqué, ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de rivière vivante. Nous, on n'a plus ça, c'est une réalité.
Voilà, c'est ça. Donc, même les ruisseaux ici chez nous ont changé. Ça veut dire que là, nous, je me rappelle jusqu'aux début des années 80, on allait chercher des écrevisses ou des gardons, des trucs comme ça. Aujourd'hui, tu n'as plus rien, hein. De toute façon, les rivières, aujourd'hui, c'est ponctuel, quoi, hein. Ça veut dire qu'elles coulent, elles vont couler là, elles recoulent un peu si tu veux, mais d'ici 2-3 jours, sitôt que l'eau qui va arrêter de pleuvoir, ben, ça va soit ralentir jusqu'à s'arrêter. Moi, je suis en tête d'une source, là, d'un petit ruisseau, là. Là, d'ici 2 mois, enfin, l'an dernier, il n'y avait plus rien, quoi. Voilà. Est-ce que toi, il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé ou qu'on n'a pas assez développé selon toi? Non, moi, celui que je voulais aborder avec toi, c'était surtout voilà, faire reprendre conscience que le milieu agricole, lui, il pourra pas guérir tous les maux de la planète. Et aujourd'hui, c'est quoi les priorités? Là, voilà. Dans les années 60, c'était l'approvisionnement. Les gens doivent manger tous les jours à petit prix et à volonté, voilà, pour simplifier. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est quoi la priorité agriculture? C'est ce qu'on n'arrive pas à déterminer. Voilà, donc pour certains, c'est plutôt l'environnement, d'autres, c'est l'approvisionnement, d'autres, j'en sais rien. On parle de producteurs d'énergie. Moi, je veux bien, mais le premier producteur d'énergie, je vais être honnête avec toi, pour moi, c'est la ville, hein. Alors, tu vas me dire, moi, par contre, je fous tout sur la ville. Oui, parce qu'à un moment donné, les enfants, là, c'est bien joli de se mettre les zones pavillonnaires et tout ça. Enfin, à un moment donné, il y a toute cette gestion, c'est pas normal qu'ils aillent chercher tout à l'extérieur. À un moment donné, c'est moi, qu'est-ce que je fais en ville pour, déjà, pour soulager un peu les milieux naturels, hein, parce que là, c'est pareil. On demande aussi aux agriculteurs de protéger le milieu naturel. On le protégera si les gens sont moins demandeurs. Donc, à un moment donné, bingo, c'est vous qui avez c'est le consommateur, hein, toi et moi, hein. Alors, tous les jours, je me dis, quand j'achète, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et pour y travailler dessus, je m'aperçois que nous, à titre individuel, tu peux faire avec très peu. Alors, sans enlever du confort, hein, mais il ne te faut pas grand-chose, hein, pour vivre. Et bien manger. Bien manger, ça ne coûte pas cher. Ça, je l'assume. À 400 ou 500 euros par mois de cigarettes, tu as de quoi t'acheter à manger. Moi, j'entends souvent que les gens, ils trouvent que la nourriture, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu en penses, Ah toi? ben, c'est tout à fait ça. Ils sont capables de te dire que le kilo de poireaux à 2,50 €, quand on connaît le travail qu'il fait, tout le travail qu'il y a à faire et tout ça, tout leur paraît très cher, quoi. Ils disent, ah, mais ça, c'est pas normal, ça a augmenté et tout ça. Alors qu'ils vont pas rogner ni sur leur multimédia, ni rien, quoi. Enfin, quand on voit le prix des téléphones portables, des abonnements et ainsi de suite. Pour moi, alors tu vas me dire, c'est peut-être générationnel, hein, c'est-à-dire que moi, le seul téléphone, si je pourrais que j'ai un téléphone pour téléphoner avec 2 messages, ça me suffit. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que je vois même, tu sais, les marques qui carrément jouent de ça. Chez nous, c'est le moins cher, c'est le moins cher, le moins cher. Et j'ai l'impression qu'ils tirent en permanence le prix vers le Oui, bas. oui, oui, ouais. Mais ce qui est vrai pour tout, hein. En fin de compte, c'est la société de consommation. Quand tu veux, on va pas refaire une étude là, ou un débat sur cette société de consommation qui est un véritable fléau. Le fléau, il est là, quoi. En fin de compte, quand on parlait tout à l'heure d'accès à matières premières, on a pillé là. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais comment on a pillé. Ça c'est quelque chose qui me traumatise. Sans exagérer, ça, je te l'assume, c'est de piller les matières premières au niveau de la terre. C'est rien. Souvent, je l'imaginais avec les élèves, je leur disais ça. En fin de compte, on a le garde-manger qui était plein, et là, on a ouvert les garde-manger, et on prend. Et on prend. Bon, il y en a encore, donc je prends. Mais en fin de compte, on ne remet rien dedans, très peu de choses. Donc à un moment donné, ça va coincer, quoi. Mais Ça, justement, si tu auras un conseil à donner à la nouvelle génération, ce serait quoi? ben, penchez-vous sur ces problèmes-là, quoi, hein. Le problème de la terre, on va pas on va pas avoir un discours philosophique, hein, mais on parlait de terre-mère, c'est la terre nourricière. Enfin, nous, on entendait les anciens, ils parlaient de ça. Ça pouvait paraître très poétique et très, très farfelu. C'est la réalité, de toute façon. À un moment donné, ton environnement, là, il est quand même sacrément cabossé, quoi. Voilà. Et je crois que chaque acteur, dans chaque filière, dans chaque milieu, en fin de compte, devrait être conscient de ça, quoi. C'est-à-dire, tiens, est-ce que je peux faire, mais on peut faire beaucoup mieux, sans s'enlever du confort. Le problème, c'est qu'on a l'impression, les gens souvent ils disent, ah, mais on revient en arrière. Bah, tu reviens pas en arrière, hein. Si je te ramène en arrière, dans les années 60, à mon avis, tu vas tousser, quoi. Rien que pour te parler d'un truc, le problème d'énergie. L'énergie est chère. Enfin, quand tu vois ce qu'on gaspille, je trouve qu'on la paye pas cher. Le truc, 19 degrés. J'avais entendu parler, oui, il faut chauffer à 19 degrés. Ah bon? Mais vous êtes 19. Non, on ne chauffe pas à 19 degrés. Ici, tu as vu là-haut la pièce où tu es là? Ici, c'était 12 degrés, quoi. Voilà. Ben, on a vécu avec mes parents et mes frères et sœurs, on vivait là, ici, dedans, hein. Voilà. Donc, quand tu le vois, on est en bonne santé, hein. Donc, je pense on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire, on met en place le tri. Alors, je vais t'en parler. Si tu veux, dans ma famille, j'ai une belle sœur qui m'a dit, ah ben moi, je trie mes déchets. Ah, d'accord, super. La vie est belle, excellent.
Voilà. Mais c'est ça, les gars, ils disent, ah, mais moi, je fais ça, super. Mais ils achètent des SUV hybrides. Oh, super. Bagnole à 50 000 euros qui pèse 3 tonnes pour te balader tout seul, quoi. Le mec, ah, mais je suis électrique. Ah, ben nickel. Bon, écoute, moi, j'ai ma vieille partenaire à 2000 balles. Moi, je suis diesel, moi, comme disait un politique, et je me chauffe au fioul. Non, pas au fioul. Non, mais à un moment donné, est-ce que tu as besoin de ça, quoi? Est-ce que c'est ça la solution? Mais absolument pas. Et du coup, la dernière question que je te poserai, Joël, Vas-y, on y va. est-ce que tu as un conseil pour tous ces nouveaux paysans et paysannes qui arrivent et qui veulent s'installer? Comme je te dis, ta génération et celle qui arrive, ces jeunes-là qui vont vers le milieu agricole, il y a pas, je pense que c'est presque un instinct. Je dirais, souvent, j'ai l'impression que c'est un instinct de survie. Ils ne savent pas encore un peu comme moi, quand je te disais à 20 ans, je savais que je n'étais pas bien, mais je ne savais pas trop pourquoi. Mais maintenant, je comprends pourquoi je n'étais pas bien, parce que je me disais, merde, là, on va rester poli, on part un peu à la dérive, quoi. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce conscient, et c'est le conscient, conscient et inconscient, à mon avis, ça marche en même temps. On est conscient que là, il va falloir changer les choses. Et on est inconscient parce qu'on se dit, ah putain, même tel qu'on vit là, on est quand même bien, quoi. Voilà. Le livre que je te disais la dernière fois, c'était Les Enfants de la Terreur. Quand tu as lu ce livre-là, 1980, on te parle des problèmes de banlieue, ça me fait doucement sourire, quoi. D'accord? Ça, c'est pour le dernier mot, parce que là-dedans, il y a la majorité de notre jeunesse qu'on est en train de foutre au bagne, quoi. Et là, ça m'emmerde. Ça me fait râler. Parce que moi, je suis dans le milieu de l'enseignement et quand je vois on a pas mal de jeunes qui partent à la dérive. Et là, à un moment donné, là, on devrait être, nous les adultes, on devrait être conscients de ça, quoi. Voilà, on est responsable. C'est pas eux. Je suis désolé de le dire. Enfin, je suis pas désolé. Je te le dis. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Joël. Avec plaisir. C'était On se reverra plus tard. avec grand On plaisir. continuera. On fera un spectacle ensemble. On ira chambrer les gens.